fait pas honneur aux deux pays, ça ne fait même pas honneur à nos dirigeants. Vigile Aouansé, Kemi Seba critique la communication gouvernementale au sujet de sa dernière sortie. Il pense que les gens communiquent mal et s'attaquent plutôt à des personnes au lieu de s'attaquer aux idées. Oui, sur ce point, je suis d'accord avec lui. Il ne sert à rien, n'est-ce pas, de s'en prendre à la personne de Kemi Seba parce qu'il fait partie des choses ou des personnes qu'on craint le plus en ce moment. Effectivement, il s'agit des idées qu'il avance et des éléments, n'est-ce pas, qu'il avance qui, de mon point de vue, sont très discutables également, sont très discutables. La preuve, c'est qu'il dit qu'il tient cela, n'est-ce pas, de la junte. Donc, s'il tient cela de la junte, on a encore plus de raisons d'en douter. Vous avez vu, non seulement, disons, la partie officielle s'en prend à lui, on s'est fait aider, je sais pas comment les qualifier, les influenceurs. Les glorieux aussi, ils en ont fait, je n'en sais rien. Mais les influenceurs ivoiriens, des gens qui s'attaquent même, disons, à sa vie privée, comment on peut dire des Ivoiriens, dire d'un Béninois que ses parents étaient séparés, des choses que je ne voudrais pas répéter, des choses comme ça, et que ça a des incidences sur lui. Est-ce que vous trouvez qu'on peut amener un débat sérieux à ce niveau-là, voyez-vous? Et donc, c'est vraiment déplorable et cela a choqué beaucoup de Béninois. Cela a choqué même au-delà du Bénin. Parce que si on a des raisons de combattre quelqu'un sur ses idées, eh bien, on ne va pas chercher dans ces caniveaux-là, voyez-vous? Donc, il a raison de dire ce qu'il a dit là sur ce point. J'ai toujours dit, je crois que j'ai fait au moins 2 à 3 articles où j'ai dit que cette communication du gouvernement, je ne sais pas ce qu'il arrive, mais chaque fois que le gouvernement décide de communiquer, c'est qu'il rame à contre-courant de la réalité. Et chaque fois, l'effet escompté, c'est le contraire que ça donne chaque fois. Je ne sais pas ce qui leur arrive, je ne sais pas si c'est une malédiction, je ne sais pas comment ça fait cela. Sinon, bon, le monsieur est déjà si populaire, vous voulez vous en prendre à lui pour des choses qu'il a dites et qui ne sont pas forcément de votre goût et qui ne sont pas forcément vraies, je suppose. Faites un débat, argument contre argument. Au lieu d'aller chercher... Déjà, le fait d'aller chercher des influenceurs web activistes ivoiriens, déjà, discrédite le gouvernement au regard de l'opinion nationale. Et en plus, maintenant, eux, ils viennent dire des choses qui ont rapport à la vie privée de Kemi Seba. C'est pas à eux de le dire. C'est pas à eux de le dire. Et donc, mais comme c'est le gouvernement qui leur donne le moyen de le dire, voilà, les gens préfèrent s'occuper du gouvernement que de s'occuper des influenceurs ivoiriens. Et donc, pour moi, je pense que c'est une erreur, une grossière erreur de vouloir répondre à Kemi Seba avec des arguments du genre. Il faut répondre à des arguments qui ont été officiellement exprimés dans ces discours et qui peuvent être déconstruits si le gouvernement a les moyens de déconstruire ces arguments. Est-ce qu'il y a de base militaire au Bénin? Oui ou non? Et justifié, prouvé. Et puis tout le reste, des choses autour duquel l'argumentaire de Kemi Seba est construit. Je pense que s'ils avaient bien travaillé, ils avaient les moyens, les arguments de déconstruire cela. Et ne pas être obligés d'aller chercher des arguments durée pour la manière dont les choses se passent. Il y a un peu un certain nombre de discours qui font que on peut avoir à redire sur son approche et sa méthode. Charles Renvo, ces allégations graves et détaillées que Kemi Seba a dévoilées, il devait quand même s'en méfier, non? Mais on l'a dit plusieurs fois, il devait s'en méfier, mais on découvre que le pouvoir n'a pas agi comme on en a connu jusque-là. Donc une fois encore, on a peur de lui ou qu'on n'a pas trouvé la stratégie de le faire pour ne pas créer plus de récrimination. Mais et s'il le dit, c'est parce que lui aussi, il s'adosse certainement à quelque chose. Vous avez vu ses publications, des milliers de vues que l'on observe. C'est-à-dire qu'il est porté par plusieurs personnes. Mais il faut reconnaître que dans sa démarche de pacifier les relations entre le Bénin et le Niger, ça risque de prospérer. Ça risque vraiment de prospérer parce que il a dit que tant que le Bénin va servir d'aide à la France pour les intérêts de la France, ça ne marchera pas. Et donc, quand vous voyez un peu la posture du Bénin avec toutes les accusations qui sont... Retour dans ce studio pour l'instant, débat ce matin, et j'ai 3 confrères en studio. Marcel Zoumenou, bonjour, bienvenue dans Que dit la presse. Bonjour Samuel. Vous êtes le directeur de publication du quotidien Le Patriote. Deuxième débatteur dans cette émission, habitué de ce studio, Charles Renvo, il est de la radio scolaire et éducative. Charles Renvo, bonjour. Bonjour à vous Samuel, bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Vigile Aouansé, notre 3e débatteur ce matin. Vigile, bonjour. Bonjour Samuel, bonjour à tous.
Il est revenu au pays, je parle de Kémi Séba, il est activiste panafricaniste, il se définit. Revenu le premier, il fait une vidéo sur la toile le 2 juin passé. Il répond à Patrice Talon et aux détracteurs par rapport à sa dernière sortie sur la crise au Niger. Vous l'aviez suivi, Vigile Avancé. Est-ce que vous êtes d'abord étonné qu'il soit rentré sans être inquiété par la police républicaine? Est-ce qu'il y a de raison qu'il soit inquiété par la police républicaine? A priori, non. Si on n'est pas dans un état dictatorial, si on n'est pas dans l'arbitraire, je veux dire, ça aurait été un arbitraire qui soit arrêté comme ça. Pour quel motif? Pour, disons, ses points de vue à Niamey. Ça n'aurait pas eu de sens. Maintenant, si c'est les procès qui lui sont intentés, si c'est, disons, les plaintes d'un certain nombre de citoyens devant la justice, ça ne se passe pas de cette manière. On ne va pas arrêter quelqu'un à l'aéroport parce que quelqu'un s'est plaint contre lui, a déposé une plainte contre lui. Donc, dans tous les cas, oui, vous n'avez pas tout à fait tort de poser la question car on connaît le fonctionnement du pouvoir de Patrice Talon depuis un certain temps. Ces choses se règlent de cette manière, peuvent se régler de cette manière. Mais cela aurait été un énième arbitraire. Mais non seulement ça, il faut avouer que Kémi Séba n'est pas n'importe qui. Que vous l'aimez, que vous ne l'aimez pas, eh bien, il n'est pas seul. Kémi Séba n'est pas seul et il a les moyens de sa lutte. Et ces moyens sont même, on va dire, difficiles à définir et imprévisibles. Quand j'ai dit ces qualificatifs, vous comprenez qu'on ne va pas devant des choses, on ne va pas devant de ces gens de profil, de cette manière-là. Il faut avouer que le régime de Patrice Talon a coutume de nous afficher qu'il n'a peur de rien, mais comme tout humain n'ayant pas peur, eh bien, l'exception définit la règle, érige la règle, conforte la règle. Marcel Zoumenou, Kémi Séba, la citadelle imprenable par le régime Patrice Talon? Oui, jusque-là, oui. Imprenable vraiment, puisque beaucoup de web activistes, beaucoup de journalistes n'ont pas dit autant avant d'être inquiétés. Et donc, on peut bien dire que si lui, jusque-là, on n'a pas pu l'inquiéter, c'est sûrement que on craint qu'en voulant l'inquiéter, ça peut créer d'autres problèmes. Comme l'a dit Gigi, je pense que ce qui joue en sa faveur, c'est d'abord sa cote de popularité, en tout cas, du moins virtuelle sur les réseaux sociaux. Tout au moins, il est très populaire. Et sa popularité dépasse les frontières du Bénin. Et donc, c'est la première chose qui joue pour lui. La deuxième chose, c'est qu'il est, il est soutenu par plusieurs organisations internationales qui se retrouvent dans plusieurs pays, dans des pays les plus insoupçonnables. On peut bien craindre que le souci d'un gouvernement, c'est comment mettre la main sur un monsieur sans risque de représailles pour le pays. Risque de représailles dans tous les domaines, sur le plan sécuritaire, sur le plan informatique, sur le plan économique. Et donc, il faut que le gouvernement analyse tout ça. Je crois que c'est au regard de tout ça que le gouvernement reste prudent sur le cas Kémi. Une fois, il a été interpellé à l'aéroport et après, on a constaté que c'est la même nuit qu'il a été libéré. Parce que la pression sur les réseaux sociaux avait commencé et donc le gouvernement a dû rapidement retirer ce corriger. Donc, pour moi, c'est un élément gênant pour le pouvoir, un élément gênant qui dit des choses qui vraiment les embêtent, mais ils n'ont pas encore trouvé les moyens aujourd'hui pour le mettre sous silence. Charles Ronvor, le garçon imprenable par le régime, Kémi Séba. Je pense que c'est ce qui étonne, puisque récemment vous avez suivi le porte-parole du gouvernement et qui a dit clairement que c'est un monsieur qui est en mission. Il est en mission et puis il a les moyens également. Il a dit que les moyens viennent de l'extérieur, viennent d'ailleurs. Et si on a de ces informations-là, pour quelqu'un dont les propos gênent quand même la quiétude dans le pays, je pense que pour ce qu'on a connu jusque-là, c'est de l'interpeller. Ne pas l'interpeller, c'est ça qui étonne plus d'un. Parce que les gens n'ont pas dit autant, les gens n'ont pas dit assez pour être interpellés par l'OCRC, gardés à vue, plus jetés en prison. Et donc, c'est dire que effectivement le pouvoir en place n'a peut-être pas trouvé la solution ou bien a peur de Kémi Séba et surtout de tous ceux qui le portent. Voyez, vous savez que parfois dans les propos de Kémi Séba, il évoque des noms comme Joël Aïvo, il évoque également les noms comme Rekia Madougou. Et quand on évoque ces noms au Bénin, désormais, c'est tout comme si le ciel allait tomber, parce qu'on ne veut plus en parler. Vous connaissez un peu la position du gouvernement par rapport à cela. Et lorsqu'un monsieur du genre, dans ses déclarations, dans ses propos, évoque ces noms pour dire « je réclame la libération de ces personnes », en rajouter, et je pense que ça ne fait pas bon ménage pour le gouvernement, parce que on imagine ce que cela pourrait créer. Ce n'est pas facile
de gérer même les cas de ceux-là qu'on a gardés, parce que on a trouvé juste le moyen d'intervenir, d'arrêter, j'allais dire, tout ce qui est manifestation de rue, soulèvement, marche, tout ça là. Et c'est ça, en fait, qui permet au gouvernement de maintenir ces personnes-là en prison. Vous voyez? Alors, mettre la main sur quelqu'un comme Semi Keba également pourrait quand même dégénérer, pourrait quand même faire déborder le vase, presque plein déjà. Donc, je pense que on est en train peut-être de gérer, de le cajoler, de parfois ignorer ses propos pour que ça passe. On n'a pas voulu en rajouter à la crise interne, sinon à cette crise de méfiance, de peur, tout ça là. Donc bref, on verra quand même comment est-ce que ça va se passer, parce que je ne vois pas Kemi Seba raccrocher de si vite. Vous allez voir qu'à la moindre réaction du gouvernement, il ne rate pas l'occasion de répliquer également. Vigile Awansé, le site d'information Bénin Web TV, s'interroge ce matin. Kemi Seba, piégé par la junte nigérienne à Niamey, s'interroge ce quotidien. Il fait donc le résumé de la conférence ou de cette vidéo que Kemi Seba a réalisée dans la nuit du dimanche 2 juin. Kemi Seba qui dit que ces informations qu'il a quand même dites dans sa première sortie à Niamey il y a quelques jours, que ces informations, il les a obtenues auprès de la junte nigérienne. Je ne connais pas l'objectif de la junte, mais même si ça peut se deviner. Dans tous les cas, avec cette sortie de Kemi Seba, il nuance désormais. Il nuance. Ce n'est pas fondamentalement les informations que lui-même il est allé recueillir sur le terrain ou qu'il a pu avoir, comme on le prétendait, des services de renseignement étrangers. On sait clairement, il dit désormais que il tient, n'est-ce pas, sa version de la junte. Bon, ce qui rejoint exactement ce que nous savions déjà, n'est-ce pas. Bon, cela dit, avant la junte, Kemi Seba affirmait quand même aussi qu'il a de bases militaires françaises au Bénin. Il affirmait, vous vous rappelez de cette sortie de Ouattouédé également, c'était un peu ça. Mais c'est vrai qu'à Niamey, il a été un peu plus précis et même nuancé. C'est désormais des légionnaires français de peau noire qui sont en action et qui fabriquent, on va dire, des terroristes qu'ils envoient sur le sol nigérien. Mais au finish, c'est des informations qu'il a eues de la junte. Est-ce qu'on sait ça? Est-ce qu'il a été piégé? Bon, je connais pas disons, l'agenda de la junte, mais je sens que de plus en plus, il y a un objectif derrière tout ça. C'est vrai que moi-même, je me suis dit, dans ce cas, et surtout après sa sortie, où il dit qu'il est allé, dans quel but il est allé à Niamey, c'est toujours dans l'intention de ramener la paix entre les deux États, dans l'intention que la frontière soit ouverte. On peut trouver à redire sur le fait qu'il dise ce qu'il a dit là de Niamey, n'est-ce pas, sans faire la part des choses non plus. On peut trouver à redire là-dessus. On peut trouver à redire sur le fait qu'il ne soit pas revenu, par exemple, à Cotonou, puisque là, il est déjà dans une logique de médiation, n'est-ce pas? Même si personne ne l'a désigné, il est dans une logique de médiation. Dans cette logique, il aurait pu, n'est-ce pas, venir à Cotonou, pourquoi pas chercher à rencontrer les autorités béninoises. S'il n'a pas pu, c'est pas chercher d'autres moyens pour envoyer ces informations, faire savoir sa bonne foi, sa négociation. Dans tous les cas, les autorités du Bénin, pour ne pas dire Patrice Talon, étant en difficulté en ce moment, en principe, ne devaient refuser aucune faute et aucune porte, n'est-ce pas, aucune aide. Et après cela seulement, il aurait pu rendre public cela. Je le dis pourquoi? Je le dis selon moi parce que Kemi Seba est dans une action, dans une opération noble. Le panafricanisme, c'est quand même, personne ne dira le contraire, à part les déviances, quelques graves propos qu'on note par-ci par-là, par moment, dans l'activisme. Le panafricanisme, qui dirait non, en tout cas, pas grand monde de mon point de vue. Et donc, la manière dont cela s'opère aujourd'hui, le panafricanisme ne veut pas s'opposer en opposant, n'est-ce pas, ne va pas s'opérer en opposant le Bénin au Niger. Les deux peuples. Donc c'est la faiblesse, de mon point de vue, de son option, n'est-ce pas? Il a fait. Bon, Kemi Seba est un humain, il peut se tromper, il est jeune, donc ça peut arriver. Moi, je ne trouve pas fondamentalement que c'est pour ça que il faut l'arrêter. Les gens, longtemps, ils avaient envie d'arrêter Kemi Seba. Marcel l'a dit tantôt. Et donc cette sortie là, pour préciser les choses, c'est d'importance.
cette importance, sûrement il va en tirer le son pour les fois à venir, n'est-ce pas? Est-ce qu'il n'est pas dans un jeu quand on l'a invité, parce qu'il le dit, j'étais initialement invité par les autorités du Niger en compagnie de ma grande sœur et meilleure amie de cette lutte, la grande sœur Nathalie. Il voulait nous remercier pour notre combat et notre leadership panafricaniste en ce siècle. Mais quand nous avons je vais pas lire ça, quand on voit un peu, quand on vous a invité, qu'on vous présente votre pays comme l'ennemi, est-ce qu'il faut abonder dans le même sens que celui qui vous a invité? Marcel. D'abord, ce qui parle de piège, oui, le mot est peut-être, c'est pas trop fort même. Il faut reconnaître que la démarche de Kémi pose un peu problème. Parce que d'habitude, les gens ont l'habitude d'écouter ces discours, je vais dire prêches, ces déclarations qu'il fait sur les réseaux sociaux. Mais jusque-là, personne n'en avait idée que il allait chez des gens pour recueillir des informations. On a l'impression que c'est un travail de renseignement, un travail de recherche qu'il fait lui-même à son niveau, et c'est à partir de ces informations-là qu'il tire d'un faisceau de sources qu'il croise et puis il fait ses déclarations. Mais le fait que lui-même dit qu'il est allé à Niamey et que les choses sur lesquelles il s'est basé pour faire la dernière conférence sont les éléments que les autorités du Niger lui ont remis, posent un problème. Ça donne comme l'impression qu'il est à leur service pour défendre leur cause. Et ça donne l'impression que il n'est plus dans une démarche impartiale. Et quand tu n'es plus dans une démarche impartiale, tu dois accepter que l'autre camp te critique en disant tu as pris fait et cause pour l'autre camp contre nous. C'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire que ceux qui soutiennent le gouvernement et tous ceux qui l'accusent ont des raisons de dire qu'ils travaillent pour le Niger contre le Bénin. Alors que peut-être il aurait dû avoir une démarche un peu plus impartiale, qu'on ne l'accuserait pas de ça. Ceci dit, moi je dois reconnaître que, au-delà de la noblesse du combat de Kémi Séba pour libérer l'Afrique de l'impérialisme, un combat auquel je souscris d'ailleurs, il faut reconnaître qu'il est aussi dans un combat de positionnement géostratégique et qu'il n'a d'ailleurs pas caché, puisque on sait que en faisant le combat contre la France, il s'est beaucoup plus rapproché des pays de l'Est, comme on les appelait au temps de la guerre froide, les pays comme la Russie, comme la Turquie, comme l'Iran et comme la Chine. Beaucoup plus proche de ces pays que des pays occidentaux. Et donc, il est dans un combat géostratégique pour un positionnement d'un courant d'idées actuellement où la guerre de la Russie et de l'Ukraine a vraiment montré les faiblesses du système occidental en Afrique. Et donc, pour moi, je ne me trompe guère sur le fait que, au-delà du combat panafricaniste, il est au service d'une cause qui est la cause des gens de l'Est contre les Occidentaux. Et ça, il faut qu'on puisse le dire. Donc, c'est comme ça que moi, je vois un peu le combat de Kémi Séba, tout en reconnaissant quand même que c'est un combat de bravoure, un combat de fierté pour nous autres Africains, mais que parfois, il a la manière dont les choses se passent. Il y a un peu un certain nombre de discours qui font que on peut avoir à redire sur son approche et sa méthode. Charles Renvort, ces allégations graves et détaillées que Kémi Séba a dévoilées, il devait quand même s'en méfier, non? Mais on l'a dit plusieurs fois, il devrait s'en méfier, mais on découvre que le pouvoir n'a pas agi comme on en a connu jusque-là. Donc une fois encore, on a peur de lui, ou qu'on n'a pas trouvé la stratégie de le faire pour ne pas créer plus de récrimination. Mais s'il le dit, c'est parce que lui aussi, il s'adosse certainement à quelque chose. Vous avez vu ces publications, des milliers de vues que l'on observe. C'est-à-dire qu'il est porté par plusieurs personnes. Mais il faut reconnaître que dans sa démarche de pacifier les relations entre le Bénin et le Niger, ça risque de prospérer. Ça risque vraiment de prospérer parce que il a dit que tant que le Bénin va servir d'aide à la France pour les intérêts de la France, ça ne marchera pas. Et donc, quand vous voyez un peu la posture du Bénin avec toutes les accusations qui sont portées, je doute véritablement que cette démarche-là n'aboutisse à un consensus entre les deux pays. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est peut-être au niveau du gouvernement qu'il faut revoir la copie. Parce que tel que ça se dit, tel que cela se fait entendre, mais forcément, il doit y avoir quelque chose qui ne va pas. On dit chez nous qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Vous voyez, tel que la rumeur fait état de ce qu'il y a présent
de ci, après on change de version, on peut dire que c'est ceci. Mais forcément, il y a quelque chose qui ne va pas. Et ce quelque chose qui ne va pas là, c'est peut-être à nous c'est peut-être au gouvernement de l'éclaircir, de le dire concrètement. C'est vrai qu'on a demandé aux gens dans le temps de venir inspecter le pays, de venir observer dans le pays s'il y a base militaire, tout ça là, mais ça ne suffit pas. Vous voyez, quand il y a de ces propos-là, et qui parfois viennent même d'un citoyen du pays, mais il y a de quoi pour que de l'autre côté, les gens aient peur, les gens ne croient pas à notre sincérité. Et c'est là le problème. Mais mieux, lorsque vous observez un peu la posture du chef de l'État, qui au départ a donné l'envie de quitter un peu la domination française, à savoir tout au moins le retrait de ces objets royaux, tout ça. Mais on avait senti un début de solution, un début d'engagement à quand même quitter la domination française. Mais depuis cette affaire-là, c'est fini. On s'est rangé. Et puis désormais, vous sentez que en fait, on s'est replongé davantage. Et c'est là en fait ce qui bloque. Une fois encore, vous comprenez très bien que le durcissement du Niger envers nous, notre pays, n'est pas à banaliser. Pourquoi est-ce que c'est à nous que cela arrive? Mais pourquoi pas au Nigeria? Ça veut dire que nous avons posé un acte qui quand même blesse les autres de l'autre côté. Et c'est à cela. Et vous voyez que, quel que soit les décisions que nous prenons depuis un moment, soit de nature à dire qu'on force les mains aux autorités nigériennes pour réagir ou bien revoir leur position, les gens sont restés toujours campés sur leur position. C'est-à-dire que il y a forcément quelque chose qui ne va pas. Parce que plusieurs fois, nous l'avons dit par ici, avant cette affaire-là, le Bénin et le Niger n'avaient pas de problème. Mais comment nous sommes comportés et que les autorités nigériennes actuelles se retrouvent totalement campées sur leur position contre nous? Je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est quelque chose qui ne va pas. Il n'y a que le gouvernement qui puisse aplaner, il n'y a que le gouvernement qui puisse trouver la solution à la chose. Parce que ça ne fait pas honneur aux deux pays, ça ne fait même pas honneur à nos dirigeants. Vigile à Ouansset, Kemi Seba critique la communication gouvernementale au sujet de sa dernière sortie. Il pense que les gens communiquent mal et s'attaquent plutôt à des personnes au lieu de s'attaquer aux idées. Oui, sur ce point, je suis d'accord avec lui. Il ne sert à rien, n'est-ce pas, de s'en prendre à la personne de Kemi Seba parce qu'il fait partie des choses ou des personnes qu'on craint le plus en ce moment. Effectivement, il s'agit des idées qu'il avance et des éléments, n'est-ce pas, qu'il avance qui, de mon point de vue, sont très discutables également, sont très discutables. La preuve, c'est qu'il dit qu'il tient cela, n'est-ce pas, de la junte. Donc, s'il tient cela de la junte, on a encore plus de raisons d'en douter. Vous avez vu, non seulement, disons, la partie officielle s'en prend à lui, on s'est fait aider, je ne sais pas comment les qualifier, les influenceurs. Les glorieux aussi, ils en ont fait, je n'en sais rien. Mais les influenceurs ivoiriens, des gens qui s'attaquent même, disons, à sa vie privée, comment on peut dire des Ivoiriens, dire d'un Béninois que ses parents étaient séparés, des choses que je ne voudrais pas répéter, des choses comme ça, et que ça a des incidences sur lui. Est-ce que vous trouvez qu'on peut amener un débat sérieux à ce niveau-là? Voyez-vous? Et donc, c'est vraiment déplorable et cela a choqué beaucoup de Béninois. Cela a choqué même au-delà du Bénin. Parce que si on a des raisons de combattre quelqu'un sur ses idées, eh bien, on ne va pas chercher dans ces caniveaux-là. Voyez-vous? Donc, il a raison de dire ce qu'il a dit là sur ce point précis. Marcel Zoumeno, sur la même question, la communication gouvernementale autour de la première sortie de Kemi Seba. Non, j'ai toujours dit, je crois que j'ai fait au moins 2 à 3 articles où j'ai dit que cette communication du gouvernement, je ne sais pas ce qui leur arrive, mais chaque fois que le gouvernement décide de communiquer, c'est qu'il rame à compte courant de la réalité. Et chaque fois, l'effet escompté, c'est le contraire que ça donne chaque fois. Je ne sais pas ce qui leur arrive, je ne sais pas si c'est une malédiction, je ne sais pas comment ça fait cela. Sinon, bon, le monsieur est déjà si populaire, vous voulez vous en prendre à lui pour des choses qu'il a dites et qui ne sont pas forcément de votre goût et qui ne sont pas forcément vraies, je suppose. Faites un débat, argument contre argument. Au lieu d'aller chercher... Déjà, le fait d'aller chercher des influenceurs web activistes ivoiriens, déjà, discrédite le gouvernement au regard de l'opinion nationale.
Et en plus, maintenant, eux, ils viennent dire des choses qui ont rapport à la vie privée de Kemi Seba. C'est pas à eux de le dire. C'est pas à eux de le dire. Et donc, mais comme c'est le gouvernement qui leur donne les moyens de le dire, les gens préfèrent s'occuper du gouvernement que de s'occuper des influenceurs ivoiriens. Et donc, pour moi, je pense que c'est une erreur, une grossière erreur de vouloir répondre à Kemi Seba avec des arguments du genre. Il faut répondre à des arguments qui ont été officiellement exprimés dans ces discours et qui peuvent être déconstruits si le gouvernement a les moyens de déconstruire ces arguments. Est-ce qu'il y a de base militaire au Bénin? Oui ou non? Et justifié, prouvé. Et puis tout le reste, des choses autour duquel l'argumentaire de Kemi Seba est construit. Je pense que s'ils avaient bien travaillé, ils avaient les moyens, les arguments de déconstruire cela. Et ne pas être obligés d'aller chercher des arguments durée pour se défendre. Les répercussions possibles sur la crédibilité de Kemi Seba après ce discours tenu il y a 112 heures. Charles Renvaux. La crédibilité, la posture actuelle du régime est en place. Et tente de laisser place aux rumeurs. Vous allez observer que il y a eu la mobilisation de quelques jeunes, des jeunes qui ont répliqué à Kemi Seba. Alors, quand vous avez pris cette posture-là, ces jeunes-là, depuis quand ils se sont constitués, qui sont ces jeunes-là et qui défendent quoi depuis un moment? Des jeunes se réclamant d'un courant politique, tout ça là. Et donc, ça revient juste à dire que c'est des jeunes qui ont été intéressés. Des gens qu'on a mobilisés pour dire, allez dire. Mais quand c'est comme ça, cela ne fait que augmenter la cote de popularité de Kemi Seba. Soit vous ne répondez pas, ou vous trouvez vraiment des arguments justes, des arguments qu'il faut pour répondre à la chose, plutôt que d'aller mobiliser des gens pour dire il faut aller dire ce qu'on a entendu là. Et mieux. Mais Kemi Seba aussi, en relayant des informations aussi sensibles sans un minimum de précaution, ça peut faire baisser sa cote de popularité, non? Je pense que c'est d'abord ça qu'il faut aller vérifier. Les arguments qu'il apporte, les informations qu'il apporte, c'est d'abord ça qu'il faut vérifier et infirmer ou bien confirmer. Voyez, un homme sérieux lui-même devait prendre certaines dispositions, non? Vous devez savoir que Kemi Seba est dans une position d'opposant au régime en place. Et lorsqu'il tient des propos comme ça, c'est à vous d'apporter la réponse contraire. Vous voyez, mais lorsque vous n'apportez pas la réponse contraire et que ce que vous venez dire, ce n'est que un débat de rue, et vous m'excusez, alors ça ne fait pas progresser les choses. Mieux, la crise entre le Bénin et le Niger depuis un moment, vous allez observer que les hommes politiques, députés et autres là, qui interviennent jusque-là, n'apportent même pas un seul, c'est-à-dire un de plus au débat. Et donc, il y a des gens qui se sont inscrits dans une logique de on a un problème avec telle personne, je suis tel parti, l'autre est de l'autre côté, il fait une déclaration, je viens lui répliquer tout simplement. Alors qu'il s'agit d'un problème qui oppose deux pays. Alors là, si vous n'avez pas fait des enquêtes, vous n'avez pas mené des investigations pour vérifier ce qui est dénoncé là, je pense que la meilleure solution à prendre, c'est de vous taire. Si vous n'avez pas un de plus à apporter au débat, surtout qui se débat sur une crise entre deux pays, le mieux à faire, c'est de vous taire. Sinon, on ne fait que encenser, on ne fait que monter la crise, je vais dire tout simplement. Donc bref, les attaques qui ont été entendues contre Kemi Seba, alors que on n'a pas touché le problème, je pense que ça ne fait pas une bonne image. Il fallait juste prouver que oui, ce qu'il a dit, c'est faux, c'est vrai, mais et pas des arguments bien convaincants. Mais lorsqu'on a pris cette posture-là, je pense que ça n'apporte absolument rien de nouveau au débat qui reste totalement stagnante. Vigile Awansé, est-ce qu'il faut désormais croire à Kemi Seba? Pourquoi ne pas le croire? C'est juste que, n'est-ce pas, il a pu commettre des erreurs, comme je dis, et il est un humain, il peut en commettre. Voilà. De bonne foi, vous voulez dire? De bonne foi. Mais Kemi Seba, n'oubliez pas, il est dans la quarantaine, il est dans la quarantaine, c'est un jeune, il peut commettre des erreurs de maturité, c'est-à-dire c'est des erreurs qui peuvent l'édifier, n'est-ce pas? Mais dans tous les cas, tel qu'il s'est expliqué, il n'était pas de mauvaise foi. Il aurait pu prendre du recul, c'est tout ce qu'on peut lui reprocher. Vous ne trouvez aucune répercussion sur sa crédibilité? Dans tous les cas, Kemi Seba, quand on prend le personnage, vous l'aimez ou vous l'aimez pas, vous appréciez ou vous n'appréciez pas ce qu'il dit. Mais dans tous les cas, il y aura toujours des gens, n'est-ce pas, pour
continuer à croire en lui, allez regarder ses comptes YouTube dans le laps du mois là, simplement du mois de mai, ça a dû, n'est-ce pas, augmenter le nombre de ses abonnés. Donc il aura toujours du monde, n'est-ce pas. C'est pas d'aujourd'hui, c'est pas de la crise au Niger que moi je trouve que il a quelques réglages à faire quand même au niveau du discours, des sorties de Kemi Seba, n'est-ce pas. Mais cela n'enlève rien du tout à son combat, à la noblesse de son combat. Marcel Zoumenou, une question pour vous. Oui. Peut-être de cote de popularité. Non, je ne crois pas. Je ne crois pas que sa cote de popularité va chuter. Juste pour ça, non. Je pense que il a tiré le son de ça. Il a tiré le son de ce qui s'est passé, corriger un peu, revoir un peu sa manière de communiquer, et ne pas donner l'impression de travailler pour un camp contre un autre. Quand il aurait fait ça, ça lui apportera un peu plus de crédibilité et d'audience. Et je crois même que si on se met à le critiquer, à l'insulter, ça va accroître sa cote. S'il y a des arguments pour le contredire, il faut le contredire sur la base des arguments qu'il sort. Et avec d'autres contre-arguments. A-t-il eu des légionnaires français, par exemple, qui ont de peau noire? C'est au gouvernement de donner des preuves. Ou peut-être, c'est pas trop à l'ambassade de France au Bénin de donner des preuves de tout ça. Et donc, moi, je pense que lui, il est un webard. Et donc, il est dans son canevas de communication et de lutte. Le gouvernement est un gouvernement, une organisation étatique qui doit rester dans son canevas, dans le canevas de l'officialité, des choses officielles, pour faire sa communication dans un tel contexte. Il n'est pas versé dans une communication aussi de réseaux sociaux ou même canevas en ayant cherché des influenceurs qui viennent raconter des choses qui n'ont ni tête ni queue. Je pense que si on accuse un gouvernement de fait, le gouvernement doit pouvoir justifier ou infirmer ou contredire sur la base d'arguments crédibles. C'est ce qu'il doit faire. Et là-dessus, je pense que Kemi Seba, lui, il continue son combat. Cela n'enlève rien à la pertinence de ses propos, ni à sa lutte, bien fondée de sa lutte. Marcel Zoumenou, je reste avec vous. Sur le site Le Patriote ce matin, vous rapportez les propos de la vice-présidente de la République du Bénin, Marie Tchabi Talata, qui dit, en répondant à une femme à Alada au cours de la tournée gouvernementale, si Talon ne fait pas la route non faite que cette participante à cette tournée réclamait, Talata répond, si Talon ne fait pas cette route, s'il le faut, on va le ramener pour un 3e mandat. Vous avez rapporté ces propos, vous l'avez commenté, Marcel Zoumenou. Oui, j'ai trouvé que c'est vraiment dangereux, c'est vraiment grave, c'est excessif, c'est condamnable, c'est blâmable. Venant de notre vice-président, et simplement parce que d'abord ce n'est pas bienséant, c'est pas élégant pour le gouvernement de sortir un élément qui vise à parler de 3e mandat. Surtout que le chef d'État lui-même, dans sa communication de façon régulière, nous a toujours dit que oui, il n'est pas pour un 3e mandat. Et donc j'ai trouvé que c'est des propos suffisamment graves. C'est d'autant plus grave que la raison pour laquelle on aurait souhaité qu'il ait ce 3e mandat, c'est à cause d'une route. Ça prouve la petitesse des arguments du gouvernement. On ne peut jamais en aucun cas souhaiter tordre le cou à la Constitution, violer la Constitution juste parce qu'un président doit faire de route. Je rappelle que si l'histoire de route, je ne connais pas un président depuis 1960 qui n'ait pas fait de route au Bénin depuis qu'il est élu. Il peut y avoir des débats sur le kilométrage, le nombre de routes bitumées par tel ou tel président. Et c'est d'ailleurs le débat qui est en cours aujourd'hui où les gens du pouvoir disent ah oui, on a fait plus que tout le monde, c'est nous les meilleurs. Je rappelle qu'au temps de Yahi, on avait entendu des discours similaires. On avait dit que Yahi avait fait plus que tous les présidents réunis. Et donc, j'ai comme l'impression que ça devient un discours aujourd'hui de ceux qui sont au pouvoir pour montrer qu'ils travaillent. Et mais là-dessus, même s'ils faisaient de route plus que tout le monde là, et pourquoi ça doit être vu comme un exploit parti? Ils font les routes avec quel argent? Avec leur propre argent? Ils font les routes avec nos fonds, avec des fonds publics ou avec des prêts qu'ils utilisent l'État, nous tous, notre garantie pour aller faire des prêts pour faire les routes. Et donc pour moi déjà, les questions d'infrastructure, de réalisation matérielle faites par un gouvernement n'ont jamais été pour moi des indices qui prouvent que le président a bien fait. Tous les présidents le font. Et la dernière fois ici, j'ai parlé de ce qu'on appelle dans un jargon
particulier le vernis infrastructurel que tous les dictateurs utilisent pour maquiller leur mandat et pour prouver aux populations qu'ils sont en train de faire quelque chose de bien. Mobutu avait fait beaucoup d'infrastructures au Congo également. Il était même très ambitieux. Il avait même financé un programme pour lancer des recherches spatiales aux Zaïre. Et donc, pour moi, nous devons rester très circonspects sur ces questions. Parce que quand tu fais des routes, tu quittes, un autre président viendra et va faire peut-être mieux que toi ou va faire autant que toi. Moi, quand je me rappelle quand j'étais encore très collégien en 96. Lors de la campagne entre le président Kérékou et le président Soglo, on avait fini, je crois, le premier tour, on était au second tour. Les discours de campagne de ceux qui soutenaient le président Soglo, tous disaient presque les mêmes choses. Ah oui, si on fait l'erreur de ramener Kérékou, oui, le président Soglo allait repartir avec ses projets, les pavages allaient s'arrêter, le salaire des fonctionnaires qui avait commencé en 91 va s'arrêter, que le pays va retomber dans le même cycle. Mais Kérékou est venu en 96. Il n'y a eu plus de route. Aucun fonctionnaire n'a manqué de salaire. En tout cas, jusqu'à aujourd'hui, aucun fonctionnaire n'a manqué. Il n'y a eu plus de route que Soglo. Il n'y a eu plus d'infrastructures. Il n'y a eu plus d'action dans le social. Et donc, que les gens ne nous trompent pas avec ces genres de discours. Moi, je crois que c'est utopique. C'est très utopique de le dire ainsi. Surtout qu'aujourd'hui, quand ils ont commencé par brandir, les gens du camp de l'opposition réunis au sein des démocrates ont commencé par sortir des chiffres, des propos qui prouvent que la plupart des réalisations ont déjà eu leur financement au temps de l'ancien régime. Et ça, c'est les effets de leur communication. Je pense qu'ils n'ont pas besoin de ça. Et sur la dame, elle, je crois qu'au pire des cas, il faut qu'elle s'excuse publiquement auprès du peuple. Et si, entre-temps, il n'y avait pas un recours devant la Constitution contre elle. Je me rappelle de la Cour constitutionnelle. Je me rappelle que la ministre Jibril Fatoumata Amadou Jibril avait tenu des propos similaires sur Canal 3 et c'était levé de bouclier contre elle et la Cour constitutionnelle avait rendu une décision qui disait qu'elle avait méconnu la. Je crois qu'il faut qu'il y ait un recours, je ne sais pas, qu'il y ait un Benoît qui fasse un recours devant ça. C'était sous Yahi. Oui, c'était sous Yahi et que ces propos soient condamnés comme violation de la Constitution. Charles renvoie un discours passé presque inaperçu dans l'opinion publique. Les journaux n'ont fait pas du tout un cas de cette affirmation de la vice-présidente de la République du Bénin. Je pense que c'est un discours qui, de mon point de vue, constitue déjà un ballon d'essai. Un ballon d'essai qu'on a jeté et on verra bien la réaction. Mais pour ceux qui observent tout ce qui se passe autour de ce régime-là depuis quelques mois, vous allez comprendre que ça ne doit pas étonner parce que il faut voir les réactions, surtout avec cette campagne de reddition de comptes entamée depuis quelques semaines. C'est une tournée gouvernementale, bien sûr. Et j'ai eu à évoquer le cas de Maître Joseph Djogbenou. De mon point de vue, eux, ils ne sont pas ministres, ils n'ont rien géré pour faire un bilan, pour faire une reddition de comptes. Mais puisque c'est-à-dire, il se réclame de partis politiques et puis il accompagne les ministres, il n'y a pas de problème. Maintenant, sur la qualité des informations, sur le sens des discours tenus, alors vous comprenez en réalité que les objectifs sont ailleurs. Ce n'est plus juste dire à la population voilà ce que nous avons fait, mais c'est bien ailleurs, nous sommes là et nous resterons toujours là. Vous voyez? Et ces propos de la première dame, je dis une fois encore que ça ne doit pas, de la première vice-présidente, de la vice-présidente, voilà, ça ne doit pas étonner. Vous voyez? Parce que c'est un discours bien huilé. Puisque avant qu'on lance cette campagne-là, il y avait eu une rencontre entre le chef de l'État et ses alliés, ses proches. Vous voyez? Alors, qu'est-ce qui a été dit au cours de cette rencontre-là? Totalement, on n'a pas eu. Certainement que c'est les autres parties du discours qu'on n'a pas eu, des autres parties, des échanges qu'on n'a pas eu, qui sont en train de sortir comme ça. Et vous allez observer que ça va continuer beaucoup mieux. Parce que déjà, dans quelques bastions politiques, on forme déjà les cellules, on met déjà en place les sections. Maintenant, à quelle fin? C'est la question que vous devez vous poser. Et donc, on ne se comporte pas comme quelqu'un qui est en fin de mandat, mais quelqu'un qui est disposé à reprendre encore le pouvoir, alors que de façon constitutionnelle, on n'est plus éligible. Vous voyez? Bon, ceux qui accompagnent ne peuvent que accompagner. Puisque déjà, qui, de mon point de vue, se sont retrouvés dans un régime où tout est permis, tout est gagné, et puis on a des salaires qu'on n'a jamais imaginés, et depuis 10 ans, on les a rassurés de ce que personne ne va vous enlever, vous
rester là pendant 10 ans. Voyez, alors, vous pensez que quelqu'un va vouloir qu'un régime du genre disparaisse? Non. On veut garder, on veut rester parce qu'on veut toujours continuer par bouffer. Garder les acquis. Malheureusement, c'est ça. Mais je pense que de l'autre côté, ça doit réagir. Parce que de façon constitutionnelle, ils ne sont plus éligibles. Ils doivent plier les bagages pour laisser place à un autre système. On va le ramener pour un troisième mandat, dit Kaby Talata. Gilles Avancé. Bon, elle n'a pas affirmé d'emblée de cette manière. Elle a essayé de nuancer, mais en se plongeant. Et celui qui a davantage affirmé la chose, c'est Rachid Guadabassi. Évoquant la différence entre Yayi et Talon face aux syndicalistes des transporteurs du Septentrion, nous rapporte le quotidien Nasiara ce matin. Badamansi clame qu'on ne change pas un chauffeur qui conduit bien. Absolument, et là c'est clair, c'est pas le pouvoir Talon, c'est Talon lui-même, c'est lui le chauffeur. Donc vous voyez, ce sont les noms dits, n'est-ce pas, de cette tournée brusque, inattendue là, n'est-ce pas, qui apparaissent comme ça. Moi, j'ai toujours souri en voyant des gens prendre de précautions. Patrice Talon veut d'un troisième mandat. Ça fait partie de ses plans. Il faut dire, il faut clamer les choses fortement. On est ici sur le terrain politique. Et c'est pas d'aujourd'hui que vous connaissez le personnage. Même si demain, il pourrait ne pas faire un troisième mandat, je vous dis et je répète que le troisième mandat fait partie de ces plans. C'est le premier plan. C'est le plan A. Éventuellement, n'est-ce pas, un dauphin et d'autres schémas. Même le schéma catastrophe. Le code électoral en lui-même renferme de la catastrophe. Disons, la relation aujourd'hui avec le Niger et surtout la gouvernance, la manière de gérer cette relation-là renferme de la catastrophe. Ça fait partie des plans, tout ça. Voyez-vous? Donc, si vous ne le savez pas, si des gens restent là à être, je sais pas, républicains, à prendre de précautions, à être frileux, ce que vous ne voulez pas vous arrivera. Moi, c'est fondamentalement cela, ma position. Au-delà de ma position, c'est ce que nous entendons, n'est-ce pas? Ce que nous avons pour les rares effluves qui peuvent nous parvenir du pouvoir. Voyez-vous? N'êtes-vous pas étonné que Patrice Talon, qui a dit que lui, il ne voudrait pas de KMS dans le pays, et il a sorti même des ministres de son gouvernement pour cela, a même dicté un agenda dont il est le seul maître, contre même la législation, contre l'ordre républicain. Il dit que c'est à 6 mois de la fin de son mandat qu'on pourrait commencer à parler, n'est-ce pas, de sa succession, de qui peut être candidat, et tout le reste. Lui qui aurait des messes de remerciements, des rassemblements pour faire subitement, et notez bien que c'est lui-même qui convoque des assises. Il convoque des assises de son camp. C'est vrai qu'il est très isolé ces derniers temps. Donc, quand tu convoques des assises, tu as du monde. Donc, mais ce n'est pas que pour l'objet, ce n'est pas que pour ça. Donc, il a convoqué des assises et dit, entre autres, que l'opposition a trop d'ascendance dans l'opinion et que c'est pas normal, il faut casser ça. C'est à ces assises qu'il a dit ça. Je crois que c'est fin avril dernier. Ok? Et c'est là où la décision d'aller sur le terrain a été prise, n'est-ce pas? Et cette décision n'est que pour préparer. Après le terrain, vous allez voir, il aura des conclusions parce qu'il aura des recommandations qui vont être analysées pour une décision préétablie déjà. Voyez-vous? Et c'est là où moi je m'en vais interroger, disons, l'opposition. Regardez, comment vous pouvez vous laisser dicter votre agenda uniquement par votre adversaire, pour ne pas dire votre challenger. On a parlé ici, tout récemment, du code électoral. Plus personne n'en parle. Le Niger a tout occupé, n'est-ce pas? Alors que tout le monde sait que ce code électoral en l'état, eh bien, c'est plus un problème qu'une solution. On a parlé, et c'était toujours lui, le maître de l'agenda, le chef de l'État, de revisiter la liste électorale, qui va être audité, tout le reste, qui s'en souvient encore dans ce pays, qui en parle. On en est où? On en est où? C'était de la responsabilité de l'opposition quand même d'amener l'expert. Comment c'est de la responsabilité? Voilà ce que vous dites. C'est la mission que Patrice Talon a confiée aux démocrates. C'est à Agor de leurs parents, de leur papa, et ils vont appeler expert ou convoquer Agor. Non, il ne revient pas à l'opposition de le faire. L'opposition peut demander, peut dire où est-ce qu'on en est. L'opposition peut mettre la pression. Et ils ont cette possibilité, ils sont désormais au Parlement. Il y a des choses qui peuvent se faire de là, n'est-ce pas? Mais pourquoi se laisser? Vous voyez, dans un jeu où on se laisse dicter son agenda, vous voyez le challenger prendre le dessus. C'est pas possible. Donc, pour moi, ça fait partie des plans. Je n'ai énuméré que quelques plans là, dont le premier, le principal, je dis, je répète, eh bien, c'est Patrice Talon.
qui veut, n'est-ce pas? D'ailleurs, quand vous avez vu la manière dont il a géré pour parti. Quand vous voyez tel que la gouvernance de la rupture est dictée, c'est une gouvernance qui dit Choubert, je pars. À la limite, et gagne ou gagne. Et ça, c'est plus un secret de polichinelle. Marcel Zoumenou, qu'est-ce qui peut justifier que vos autres confrères ne relaient pas ces propos qui sont contraires à la constitution béninoise aujourd'hui? C'est pas le positionnement éditorial, je ne connais pas la ligne éditoriale déjà, mais moi, ma ligne éditoriale, c'est d'être proche du peuple, de dire ce qui avantage le pays. Et donc, c'est dans ça que je fais ce travail, sans avoir demandé l'avis de quelqu'un avant d'écrire mes articles. Moi, je ne demande pas l'avis d'un communicant dans un ministère ou dans un palais avant d'écrire mes articles. Je les écris librement. Ceci dit, je me réjouis que de plus en plus, la thèse du troisième mandat commence à s'agiter. Et que beaucoup de gens me rejoignent parce que je me rappelle très bien que le premier numéro, version papier, de Le Patriote, la manchette était les indices d'un éventuel troisième mandat de Talon. Quand il avait écrit, la majorité de ceux qui m'ont appelé le jour là, c'était de me dire oui, bon, il peut pas, non, tu exagères, il peut pas. Je crois même que Vigile aussi, on avait fait des débats en aparté, il y avait un peu de réserve sur cette option. Mais depuis ce 28 mai jusqu'à aujourd'hui, on a tous commencé par voir des indices plus probants de ce projet-là qui est en cours. Et moi, c'est pour ceux qui aiment lire, ils n'ont qu'à aller lire cet article. C'est vrai que c'est un article volumineux de près de 1500 mots. Citez quelques indices pour nos amis auditeurs. Non, mes indices, déjà dans cet article, je disais, première chose, il y a une volonté d'empêcher le débat autour de la présidentielle. Ça, c'est le premier indice. Le deuxième indice, c'est que j'ai dit que la plupart, sinon la totalité de ceux qui ont une maille à partir avec le chef d'État et qui sont dans le premier cercle concentrique autour du chef d'État, que ce soit Oswald Omeke, que ce soit Johannes Dayon, que ce soit les bruits supposés ou non avec son ami Olivier Bokor, que ce soit avec Agbenossi, le lien de tous ces bruits, c'est que c'est la présidentielle de 2026. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le chef est en train de dire, vous êtes autour de moi, vous ne devez pas parler de présidentielle de 2026. Vous ne devez même pas dire que vous êtes candidat. Vous ne devez même pas dire que vous soutenez un candidat, puisque c'est le cas de Oswald Omeke. Troisième élément, j'ai dit que la personne sur qui le chef d'État semble orienter, même si c'était de façon insidieuse ou bien de façon sibylline, le choix, celui-là est le ministre le plus isolé, le plus reclus du gouvernement. Ça dit que j'ai comme l'impression que la personne semble doiter quelqu'un, mais autour, et crée le vide autour de cette personne et faire en sorte que cette personne-là soit le plus isolée possible, qu'il n'y ait pas de dynamique autour de lui. À partir de ce moment, quand vous avez ces indices, et vous devez commencer par vous demander, est-ce que celui-là peut partir? Le troisième indice, et le quatrième indice, oui, que j'avais soulevé dans cet article, j'avais commencé par dire que, en regard de l'environnement, contrairement à ce que nous pouvons penser, la lecture géopolitique est en sa faveur. Il a le soutien de sa France, il a peut-être des bases militaires supposées ou non ici, et de plus en plus, on parle d'un soutien des États-Unis pour les questions de lutte contre le terrorisme et du fait que les Américains ont des problèmes dans le Sahel et ils veulent se recroqueviller sur le Bénin. Et donc, fort de ça, et fort du fait qu'il n'y a pas autour de lui beaucoup de gens qui peuvent lui donner des leçons. Alors, le Togo est en train de virer dans un régime parlementaire avec un pouvoir à vie. Au Niger et au Burkina, c'est des régimes militaires. En Côte d'Ivoire, le président est en train de finir son troisième mandat, est en train d'envisager un quatrième mandat. Et puis, peut-être le Nigeria, dans une moindre mesure, bon, il a réussi à faire la paix avec le Niger. Et donc, pour moi, l'environnement au plan régional, au plan géostratégique, était en sa faveur. Et donc, c'est ces éléments-là que j'avais déjà agités dans la tête. Mais après, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu qu'on a commencé à avoir des déclarations de soutien des maires qui se réunissent et département par département. Actuellement, là, je pense que tous les départements ont déjà fait des déclarations pour dire oui, le chef d'État est en train de faire. Après, on a commencé à voir des marches de soutien et de remerciement. Et j'ai rappelé dans un autre article qu'il y a eu 2 communiqués de la présidente de la République pour interdire les marches de soutien et de remerciement. Et après cela, on a vu ce que ça donne la tournée gouvernementale. Au début, on avait dit que c'est une tournée pour donner des explications sur la cherté de la vie. Mais il n'y a pas été question de cherté de la vie. C'est une tournée de propagande où, en voulant faire de la propagande, on ment sur toute la ligne. On a vu à plusieurs endroits des ministres qui ont dit des choses qui ont fait rire. Il y a beaucoup de gens. Et donc, quand vous mettez tout cela ensemble, je rejoins ce que Vigile a dit. Il y a un projet de troisième mandat. Et j'ai dit à la fin de mon article que je reviendrai dans un article
sur les scénarios qui sont en train d'être échafaudés dans les coulisses actuellement. Et donc, nous devons être aujourd'hui au même niveau d'information. Oui, Talon a un plan A de troisième mandat, et si ce plan ne marche pas, il va peut-être penser à un plan B, à un plan C. Mais pour le moment, son premier plan, c'est un plan A de rester au pouvoir. Visiblement, les opposants ne lisent pas assez, on peut dire, quand vous écrivez, vous analysez. Non, mais j'ai l'impression que c'est, en général, dans le pays, beaucoup de gens ne lisent plus. Les gens préfèrent les titres et faire les commentaires sur les réseaux sociaux. Et que les choses qui devaient les intéresser, ils ne lisent pas. Moi, avant-hier, j'étais à un atelier, c'est à cet atelier que j'ai su que dans la loi portant statut de l'opposition, qui avait des dispositions qui demandaient à ce que le gouvernement les consulte sur 3 domaines prioritaires. Par exemple, le fait qu'on veut engager nos troupes pour aller en Haïti, par exemple. Le gouvernement devrait consulter l'opposition. Il y a 3 domaines dans lesquels... Est-ce que les opposants même lisent les choses? Moi, je ne sais pas, mais j'ai l'impression qu'ils ne s'intéressent pas à ce qui devait les intéresser. Et là, je rejoins encore Vigile pour dire que on a comme l'impression qu'il manque de pêche. Mais au-delà de l'opposition, je dois reconnaître que le vrai combat pour libérer un peuple de la dictature, c'est le peuple qui le mène. La dernière fois au Sénégal, ce n'est pas l'opposition, c'est le peuple sénégalais qui a lutté. Mais le peuple sénégalais avait besoin d'un cadre de lutte qui était le PASTEF, d'un leader qui était Sonko. Et malheureusement, j'ai l'impression que ce cadre au Bénin et ce leader ne laisse à désirer. Charles Ronvaux, l'opposition dort. Non, vous savez que d'habitude, c'est du tic au tac. Vous allez observer que d'ici peu, l'opposition va monter encore au créneau et réagir également par rapport à ce qui se passe là. De mon point de vue, elle ne dort pas. Rappelez-vous, le pouvoir en place avait qualifié cette opposition d'être tout le temps sur le terrain. Voyez, donc ils vont peut-être réagir encore par rapport à ces propos-là. Encore que j'ai suivi le Béninois libéré aujourd'hui qui a dit que le chef de l'opposition, le chef du parti les démocrates, l'ancien président Boni Yayi, doit mesurer ses propos en ce qui concerne ses appréciations de cette tournée gouvernementale qui est sur le terrain. Bon, maintenant sur les propos tenus par la vice-présidente, certainement qu'ils vont réagir là-dessus, mais c'est déjà aller au-delà, c'est déjà aller loin. Vous voyez, c'est déjà aller loin parce que quand vous observez un peu tel que ça se passe pour un régime qui n'a plus 2 ans, vous comprenez qu'il y a forcément une idée cachée derrière la tête. Parce que oui, effectivement, il n'y a pas un débat autour du départ de la Marina. Parce que vous allez observer que tout ce qui peut concourir à ce départ-là, on fait tout pour ne pas ouvrir le débat. Rappelez-vous de ce code électoral, lorsque l'Église catholique a appelé à ce colloque-là, on a surfer sur des points qu'on pouvait quand même évoquer au cours de cette séance-là. On a saisi ces points-là pour ne pas répondre à la séance, juste parce que on ne veut pas de débat autour. Ça n'a pas manqué que notre courant, pour ne pas nommer les protestants, revienne à la charge et demande totalement que ça continue comme ça et que d'ailleurs que ce code-là reflète même ce que nous, parce que c'est des députés que nous avons choisis. Et donc, vous allez observer que toutes les interventions qui étaient dans le sens de reprendre ce code-là et de l'analyser pour quand même trouver un consensus, vous allez voir que toutes les initiatives ont été n'ont pas porté de fruits. C'est-à-dire que on a voté un code que l'on a voulu exploiter à des fins que l'on veut. Voyez, l'autre chose, tous ceux qui ont tenté de citer des noms, de faire des spéculations sur des probables, sur des présidentiables, eh bien, vous avez connu leur sort. De l'autre côté également, il y a un monsieur qu'on a mis en vue et qui parcourt monts et vallées, c'est lui qui est tout le temps sur le terrain. C'est peut-être le dauphin, oui, même si c'est de façon officielle, on ne l'a pas encore dit. Et donc, c'est totalement un méli-mélo, c'est totalement un mélange qui se passe là et vous ne comprenez vraiment pas. Et mieux, lorsqu'on a crié, on a dit on a faim, lorsqu'on a dit que les gens ne mangent pas à leur faim, tout ça là, il n'y a pas des actes qui prouve que on a posé ceci, on a posé tel acte là pour quand même diminuer la cherté de la vie. C'est juste nous expliquer, c'est juste nous dire que dans d'autres pays que des choses pareilles se passent. C'est juste pour nous dire que cela est né de la crise Ukraine, tout ça. Donc il n'y a pas un pas qu'on a posé et au-delà de ça, des choses qui sont reprochées au gouvernement, surtout du côté des gens qui sont considérés aujourd'hui comme prisonniers politiques, exilés politiques, tout ça. Il n'y a aucun acte qui quand même rassure de ce que on est revenu à de meilleurs sentiments. Un acte qu'on doit peut-être poser pour planer un peu les divergences ou pour quand même rabaisser la tension. Il n'y a pas eu ça. Donc tout ça là démontre que
en réalité, ce ne sont pas des gens qui sont prêts à partir, mais des gens qui peut-être ont leur manœuvre dans leur tête et qui vont agir en son temps. Et le peuple aura le temps de constater, parce que depuis quelques années, il n'y a plus d'élections crédibles au Bénin, ça ne reflète plus les élections qu'on a connues jusque-là. Donc, on n'est pas loin d'assister une fois encore à ce qu'on avait déjà connu jusque-là. Et c'est dommage quand même pour notre démocratie. Vigile avançait, que pouvait même faire l'opposition face à ces engriffes velléités d'un troisième mandat? Je suis d'accord avec Marcel que en de pareilles circonstances, il ne s'agit pas seulement d'une question de l'opposition, mais il faut, n'est-ce pas, organiser. Il faut des leaders, n'est-ce pas? Et ces leaders, ce n'est pas forcément de l'opposition non plus, hein, forcément de ceux que on connaît traditionnellement, qui à peu près ont révélé leur ADN, qui est imbibé de terreur, de peur. Ce qui est inoculé par Patrice Talon a fait son effet. Mais il faut savoir décrypter. Moi, c'est d'abord ça qui est fondamental. Que les Béninois sachent, n'est-ce pas, ce qui se joue. Et j'ai dit, Patrice Talon, pendant 8 ans, on ne va plus le compter. On le connaît désormais, n'est-ce pas? C'est le troisième mandat, c'est la tournée du troisième mandat. On a, n'est-ce pas, tous les indices qui montrent que, eh bien, c'est ce qu'il veut. Face à ça, qu'est-ce que vous décidez? Allez-vous rester là, subir à nouveau? Eh bien, moi, je n'ai pas de directive à donner, n'est-ce pas? Mais pour des gens sensés, en principe, vous n'avez pas à suivre l'agenda de votre vis-à-vis. Et quand je dis vis-à-vis, je dis encore une fois, il ne s'agit pas de l'opposition. Votre vis-à-vis, c'est tous ceux qui crient la faim, tous ceux qui se tordent, hein, chaque jour, même de l'intérieur du pouvoir, à voir ce qui se passe, à rester silencieux. Ceux qui, de plus en plus, partent de ce monde à cause des AVC, hein? C'est tout cela, au lieu de mourir gratuitement, n'est-ce pas? Si c'est la mort qui vous attend tout de même, je pense qu'il vaut mieux mourir utilement, n'est-ce pas? Tout ce que vous risquez, c'est peut-être en prenant vos responsabilités, en vous érigeant, n'est-ce pas, contre ces velléités qui vous assomment, qui vous donnent la mort. Tout ce que vous risquez, c'est peut-être de vivre, de survivre à cela. Et je crois que c'est le sens de responsabilité qu'on devrait attendre d'un humain, qu'on devrait attendre des gens sensés, des gens qui ont l'information. Donc, il revient aux uns aux autres. Et quand je dis, je ne parle pas encore une fois de l'opposition. Même les prêtres dans les couvents vaudous, comme dans les paroisses de nos églises, les pasteurs, tous ceux qui ne se résignent pas, tous ceux qui s'indignent aujourd'hui dans ce pays contre là, chacun doit pouvoir se dire, eh bien, que faut-il faire face à ces velléités? Que fera un pasteur? Un pasteur. Prier. Moi, je vais vous dire ceci. Je vais vous donner une idée. Vous ne pensez pas que on peut, dans les églises, aujourd'hui, faire des séances de prière pour le pays, pour ceux qui nous dirigent, dire que si c'est un diable qui s'est emparé d'eux, que ce diable-là les délaisse pour le bien du pays? Vous ne pensez pas? C'est de la métaphysique. Non, c'est pas très bon. Prenez ça comme vous voulez. Mais ailleurs, face à un pouvoir comme ça, qui n'offre aucune possibilité de manifestation, de protestation, mais les idées se créent. Les Béninois, ils adorent prier. Et le pouvoir ne peut pas. Bon, qu'ils interdisent aussi les prières dans les églises. Et là, on saura à quoi s'en tenir, n'est-ce pas? Là, au moins, personne ne va apporter de l'eau pour savoir que c'est le diable même qui est venu maintenant s'emparer du pays. Voyez-vous? Donc, moi, je trouve que c'est fondamental. Donc, les pasteurs, les prêtres, ils peuvent beaucoup. Même de vos chambres, priez, ne mourrez pas seul. Ne mourrez pas dans votre silence. Priez, dites à Dieu de délivrer. Ils vous diront qu'ils ne sont pas possédés. Les individus, je dis, mais est-ce que vous avez besoin de leur dire ça? Je dis dans vos chambres, dans le coin noir où vous priez là, parlez à Dieu, réunissez les gens. Vous voulez dire, moi, c'est ce que je pense. Des prières de délivrance du pays, on peut en organiser. Voilà. Marcel Zoumenou, proposition pour arrêter les velléités du troisième mandat. Je ne sais pas si la prière peut régler le problème. Non, quand je dis prière, en fait, c'est là où on conscientise les gens. Après la prière, il a quelque chose à dire. Non, moi je crois que la seule solution, c'est que le peuple doit s'organiser pour défendre sa patrie, sa démocratie. Mais comme nous le disons, c'est trop vague. Le peuple est où? Comment il va s'organiser? Par quels moyens? Qui sont ceux qui vont prendre le leadership de cette organisation? Tout ça là, c'est des choses que nous ne maîtrisons pas, mais dans ces cas-là, c'est ce qui doit se passer. Et c'est ce qui s'est passé au Sénégal. Et le Sénégal nous a donné le meilleur exemple de ce que ça peut être, cette lutte-là.
Quand on parle de Sonko, les gens disent oui, élection, mais il a gagné, il est allé prendre le pouvoir dans les rues avant de le confirmer dans les urnes. C'est ce que Sonko a fait. Et donc, moi, je souhaite qu'il y ait des leaders courageux et éclairés qui puissent prendre la tête de lutte pour que ce que les gens sont en train de mijoter dans leur cerveau et pour lequel ils ont commencé par déployer les premières actions là, qu'on puisse faire en sorte de les décourager totalement et qu'ils se disent que le pays, après tout, c'est pas eux seuls et qu'ils, s'ils font 10 ans, c'est assez suffisant, qu'ils partent et que d'autres personnes viennent faire leur expérience à la tête du pays. C'est ça même qui fait la beauté de la démocratie. C'est ça qui fait la beauté du pluralisme. Et donc, moi, je pense que d'autres personnes viendront, peut-être là où le régime actuel a laissé beaucoup de faiblesses, et ils viendront combler ces faiblesses-là. Et c'est toujours ça. C'est ainsi que marche et marchera les pays qui aspirent au bien-être et au bonheur. Merci. Charles Ronvo, vous voulez compléter quelque chose? Je pense que la solution, c'est beaucoup plus à agir sur la jeunesse, parce que, d'un point de vue, il se pose un problème de mentalité, parce que chez nous, on ne voit pas une jeunesse vraiment engagée. C'est une jeunesse qui consomme tout, une jeunesse qui est là juste pour voir les choses se passer et ne pas pouvoir prendre ses responsabilités. Et les aînés, c'est ceux qui nous dirigent, nos parents, tout ça là, sont conscients de ce que nous ne sommes qu'à la solde de ce qu'on nous donne. Il faut juste leur jeter des miettes et puis ils se contentent de cela et puis ça continue. Parce que vous allez observer que de 60 à aujourd'hui, ce n'est que les mêmes qu'on a connus, les mêmes présidents, les mêmes ministres, les députés, c'est les mêmes qui chantent des vers et qui reviennent. Vous voyez? Alors, tant qu'il n'y aura pas un changement de mentalité, on va faire 3e mandat, 4e, 5e, on va changer de république comme dans d'autres pays et rien ne va se passer. Les pays que nous citons aujourd'hui en exemple, je pense que c'est des pays dont la jeunesse, sinon les jeunesses, ont pris l'engagement de vaincre tout et d'écrire quand même leur histoire. Tant que nous allons toujours continuer par être les fans de telle personne, c'est nous qui supportons telle personne, c'est nous qui créons des clubs, nous qui créons des regroupements pour soutenir tel parent qui a déjà fait sa vie, la vie de ses enfants, tout ça là. Je pense que le mal va toujours perdurer. Tant que nous n'allons pas nous engager nous-mêmes à dire, mais dans notre rang également, on peut essayer quelque chose, on peut donner confiance à un jeune comme nous pour changer les choses. Je pense que rien ne va changer. On va rester comme ça. Les aînés, les parents vont toujours diriger et on aura toujours nos yeux pour pleurer. Merci à vous, Charles Ronvo, Marcel Zoumenou et Vigile Awansé.